Alors cette collection, ça c'est aussi un parti pris que je trouve intéressant, c'est-à-dire qu'elle est toujours thématisée et Mm. régulièrement elle évolue et avec des scénographies à chaque fois réinventées. Là, on est dans la partie plus blanche. Derrière, il y a une partie plus noire, avec donc une présence de la lumière plus visible. Ici, un socle, là, une boîte, là, collé au mur, là, retiré. Il y a un vrai travail. Bon, c'est normal, hein, mais il y a un vrai travail ici. En plus, le musée, il est assez magnifique dans ses volumes, hein, il est connu aussi Mm. pour ça. Il y a un vrai travail de scénographie à chaque exposition. C'est pas simplement on va la mettre ici, on va mettre une lumière, quoi. Non, en effet, c'est travaillé. Alors, vous vous rappeliez les qualités architecturales du musée, ça c'est vraiment très important. Moi, quand je vois d'autres lieux à Paris, je trouve que nous, on a beaucoup de chance. Il y a une qualité d'espace, de déambulation, de lumière, de percée sur l'extérieur. Derrière moi, vous en avez l'exemple. Moi, j'aime cette idée qu'un musée d'art contemporain ne soit pas une boîte blanche étanche, que ce soit un lieu qui réfléchisse et qui soit en relation avec le monde qui l'entoure tout le temps, l'heure qu'il est, le temps qu'il fait, le public qui passe, la nature. Et donc, on a la grande chance d'avoir voilà, ce projet architectural de Jacques Ripoll, qui avait été choisi bien avant que j'arrive d'ailleurs. Hein, et nous avons été tous bien chanceux que ce soit ce projet qui ait été choisi en 1991. Donc ça date. Et donc ça, c'est une première qualité. On peut se promener dans ce musée, marcher, respirer, avoir des perspectives, voir les œuvres de loin. Et c'est pour ça que la relation entre les œuvres est aussi importante ici à soigner, parce que justement, on a voilà, cette mise en perspective, on voit les choses de loin et on voit les œuvres entre elles. Et ce n'est pas toujours le cas dans des espaces plus petits, souvent c'est œuvre par œuvre. Donc vraiment, la relation entre les œuvres est quelque chose de très important. Et donc c'est pour ça qu'on a fait le choix, vous le rappeliez, et puis parce qu'on a une belle collection aussi, une collection active, de la montrer régulièrement et différemment, de réaliser des expositions temporaires avec les œuvres de la collection, toujours thématisées, toujours en rapport avec des phénomènes de société, la question de l'exode, de l'hospitalité, de la mémoire. Et là, on se trouve au cœur d'une exposition qui va durer jusqu'au mois d'octobre encore, qui s'intitule Le vent se lève et qui réunit des œuvres qui racontent, qui incarnent les relations que l'humanité entretient avec la Terre. Donc des relations évidemment très, très différentes. Il est question de géologie et de la Terre avant l'apparition des hommes, et puis de ce temps très, très resserré du temps de l'intervention de l'humanité, du temps chimique, de ces quelques milliers d'années où l'homme a complètement corrigé la nature de la terre qui l'accueille. Mais c'est aussi une terre qui a de tout temps inspiré les artistes. Donc il est aussi beaucoup de questions de ça, d'archéologie, mais aussi d'inspiration de la terre pour les artistes, mais aussi des mouvements politiques qui aujourd'hui essaient de défendre cette terre qui nous échappe et que nous avons aussi tellement abîmée. Voilà, donc on essaie toujours de mettre en perspective aussi des œuvres anciennement acquises de la collection, des œuvres historiques et des œuvres nouvellement acquises. Et ce sont toujours les œuvres qui nous donnent le là, ce sont toujours les artistes. En fait, nous, on n'est pas des inventeurs, on a bien sûr des points de vue, nous sommes des citoyens, mais les idées viennent grâce aux rencontres que l'on fait, aux œuvres que l'on peut acquérir, et tout par-delà. Voilà. Et c'est les œuvres entre elles, et souvent aussi les préoccupations des artistes d'aujourd'hui, qui nous montrent la voie pour voilà, envisager de nouvelles expositions de la collection. Alors, ces expositions durent un an et demi. C'est un gros travail aussi d'accompagnement avec l'équipe des publics, avec justement des invitations à d'autres voies pour faire vivre ces expositions. Voilà, et puis une exposition chasse l'autre et un nouveau sujet arrive. Alors, on a évoqué le visible, mais il y a aussi toute une partie relativement invisible du grand public, c'est-à-dire qu'une collection, c'est des prêts, donc des œuvres qui sortent. Des expositions temporaires à côté, c'est des œuvres qui arrivent. On imagine une réserve dont je sais on peut la visiter une fois par an, je crois. Oui, oui, alors il y a toute une logistique, et merci d'en parler, parce qu'un musée, évidemment, il y a la partie visible de l'iceberg, mais le grand du travail, le grand des missions, c'est ce qu'on ne voit pas.
ce sont C'est les l'encaissage, coulisses. c'est l'assurance, c'est le transport, c'est aussi tout ça. Bah, c'est Ah oui. l'administratif, c'est évidemment la gestion des œuvres, les constats d'état, l'étude scientifique des œuvres, le travail évidemment de l'équipe en charge des publics. Alors vous parliez des réserves. En effet, on a environ 1200 mètres carrés de réserve. Ici, en dessous, Voilà, hein. un tout petit peu au rez-de-chaussée. La grande partie se trouve exactement sous nos pieds. Alors, c'est amusant parce que je pense toujours aux efforts que l'on fait pour montrer les œuvres, pour penser voilà, des problématiques, des muséographies, vous le rappeliez, les expositions temporaires. Et on sent qu'il y a vraiment un intérêt du public pour tout ce qui ne se voit pas, Bien pour sûr. la partie cachée. Donc, on organise en effet des visites des réserves qui sont... Bon, il faut cultiver le côté rare et précieux. Il faut aussi cultiver le principe de précaution. En réserve, il ne faut pas qu'il y ait de lumière, il ne faut pas qu'il y ait trop de gens, il ne faut pas amener des bactéries. On est tous porteurs à notre corps défendant de plein de choses. Et puis voilà, il faut peut-être cultiver aussi ce côté un peu secret, mais on les fait visiter. Alors ça dépend. Souvent, c'est à l'occasion de la nuit des musées, des journées du patrimoine. Ça dépend, mais on les fait visiter sur inscription. Voilà, mais ce sont toujours des visites qui ont un succès incroyable. Alors, c'est aussi un sujet intéressant parce qu'à travers ces visites, ça permet de parler aussi des spécificités des métiers d'un musée. Il y a des aspects très techniques dans toutes les questions de conservation préventive ou de restauration. Par exemple, les œuvres ne sont pas toutes stockées ensemble. Il y a des réserves spécifiques pour les matériaux organiques, pour le bois, pour les métaux, pour les peintures, parce qu'il faut des conditions climatiques, de température et d'hygrométrie particulières en fonction des matériaux. Donc il y a tout un volant aussi très technique, voire assez chimique, pour voilà, conserver les œuvres. Donc ça permet aussi de faire passer au public des notions qu'il ne sait pas forcément. Et ça permet aussi de parler des différents métiers du musée qui sont parfois aussi très, très techniques, très technologiques, très scientifiques. Avec des métiers dont on peut imaginer qu'ils ne soient pas non plus tous ici. C'est-à-dire, j'imagine que vous bossez avec quantité d'experts ou entre autres freelance. Et on pense notamment aux Tout restaurateurs, à fait. puisque même évidemment que dans un musée d'art contemporain, il y a Surtout. aussi des restaurateurs. Surtout dans un musée Encore d'art plus contemporain, peut-être peut-être d'ailleurs, encore oui. plus, parce que évidemment les artistes contemporains résonnent dans leur création et dans leur production avec la réalité du monde contemporain. Et donc c'en est fini de la peinture sur des panneaux de peupliers qui ne bougent pas pendant 500 ans. Aujourd'hui, les artistes expérimentent, et ça remonte au 19e, ça remonte même à Géricault, hein, et même à d'autres. Évidemment, on pense aux cubistes, on pense à voilà, toute une lignée d'artistes depuis quand même le 19e siècle qui tentent beaucoup d'expériences chimiques. Et aujourd'hui, les artistes utilisent les matériaux du monde moderne. Et Donc quand on en arrive à des Michel Blasi qui travaillent avec le vivant, ça commence à poser des questions. Tout à fait, Un mais petit on peu a plus réussi compliquées. à travailler avec Michel Blasi sans qu'il amène le verre dans le fruit, lui qui travaille vraiment sur des natures mortes, au propre comme au figuré, sur des vanités, des œuvres qui évoluent avec le temps et qui viennent comme les corps jusqu'à devenir poussière. On a réussi à trouver avec lui une œuvre neutre qui permet de travailler de ce qui constitue l'essence de son travail sans amener au cœur du musée une œuvre qui aurait pu être un risque, constituer un risque pour les autres, avec une œuvre en agar-agar qui est un matériau imputrescible qui, s'il se délite, ne pourrit pas. Et donc voilà, mais c'était un vrai Et qui sujet. évolue au fil du temps. Hein. Et qui évolue au fil du temps. Voilà, donc c'est vrai que certains artistes vont même jusqu'à questionner aujourd'hui la pérennité d'une œuvre. On parlait de Christian Boltanski tout à l'heure. Christian introduit dans ses œuvres la question de l'oxydation, de la transformation de certains matériaux, et on doit l'intégrer pour respecter aussi la nature de ses recherches sur le temps qui passe, sur la dégradation, et on doit aussi un petit peu limiter les choses pour que on n'en arrive pas non plus à une disparition des œuvres. Mais ce sont des questions qui se posent en art contemporain et qui ne se posaient pas jusque-là. Mais c'est un vrai sujet, et donc c'est la raison pour laquelle c'est si important de travailler aussi avec des restaurateurs. Et aujourd'hui, ils se spécialisent tous dans des matériaux de nature très différente. Mais pour nous, la première parole, c'est la parole de l'artiste. Les artistes restent, au-delà de la cession de leur œuvre, ils restent les propriétaires de leur œuvre. Et donc, quand il y a des sujets de transformation
de remplacement, de réfection, de restauration, on parle d'abord avec l'artiste, et on parle avec l'artiste et le restaurateur éventuel. Mais la parole première, primordiale, reste celle de l'artiste. D'où l'intérêt aussi de demander aux artistes de documenter, voire même de donner des instructions Tout pour à fait. l'après, Ouais. quand on sera contraint de travailler avec des restaurateurs de toute forme, mais justement en absence de l'artiste. Ça, c'est des vrais enjeux de conservateurs à l'international, selon d'ailleurs des cultures qui sont un petit peu différentes, Oui. selon les cultures, selon les pays. Alors, on va parler aussi du public. Ici, il y a évidemment beaucoup de médiatrices, de médiateurs. Alors là, j'ai pris vos termes pour rendre l'art contemporain non intimidant. Ouais. Moi, j'aime bien ce terme, parce que c'est vrai que parfois, le grand public peut avoir une image de l'art contemporain au travers de quelques excès qui ne va pas forcément donner envie. Et ça, c'est aussi votre travail que d'amener le public de l'extérieur vers l'intérieur, évidemment, on en a parlé, mais aussi de lui donner des clés de lecture. Moi, je pense, la dernière fois que je suis venu, je suis reparti avec un savon. J'étais avec mon fils, qui est un jeune adulte. On avait chacun notre savon, on était contents. Bon, je ne veux pas raconter le protocole, hein, mais et c'est des médiateurs qui sont venus vers nous et qui nous ont dit allez-y, qui nous ont expliqué pourquoi. Il y a une histoire, et je conseille d'ailleurs au public de visiter cette expo. Ça, c'est un travail extrêmement important qui est celui des médiatrices et des médiateurs. Oui, oui, vous l'avez dit, dans le fond, c'est quelqu'un qui a fait la relation entre vous, Dominique, votre fils, et l'exposition de Taïsir Banidji pour expliquer le protocole d'une œuvre, et qu'en effet, le public doit repartir avec un savon qui comporte une inscription très, très importante pour Taïsir, qui est donc un artiste palestinien et qui a inscrit dans ses savons le fait que que tout est éphémère, voilà, que tout est éphémère, et on comprend évidemment ce qu'il veut dire par là. Oui, on compte beaucoup sur l'humain et sur une relation, sur des intermédiaires, sur l'humain qui fait la relation entre les œuvres et le public. C'est vrai que face à l'art contemporain, il y a une sorte de défiance qui tient peut-être à une sorte de repli à un certain moment de l'art contemporain sur lui-même. Je ne referai pas l'histoire de l'art. En même temps, finalement, l'art de tout temps a parlé de son temps. Les artistes ont toujours parlé du temps qui était le leur. Et je pense qu'aujourd'hui, encore plus que jamais, les artistes sont dans une connexion, une réflexion, une relation au monde, et c'est ce que traduit leur travail. Peut-être aujourd'hui encore plus qu'avant, parce qu'il y a des urgences climatiques, politiques, des questions de société auxquelles les artistes font réellement face et voilà, mettent le monde en question. Ils n'apportent pas toujours des réponses, mais ils apportent des questions. Et souvent, je me dis qu'ils utilisent aussi, on le disait tout à l'heure, les moyens même du monde, ces outils, ces matières, la vidéo, le son. Donc finalement, les œuvres sont encore plus, me semble-t-il, préhensibles et faciles d'accès qu'elles ne l'étaient jusque-là. Il y a, je pense, besoin de moins de codes et de moins de connaissances aujourd'hui pour regarder une œuvre d'art contemporain qu'un certain tableau religieux ou mythologique du XVIIe ou du XVIIIe. Mais voilà, tout ça, peut-être qu'on ne l'a pas encore fait assez savoir, mais je pense que la relation est plus facile aujourd'hui, mais il y a toujours une forme de défiance. Donc il faut aider les gens à pousser en effet les portes, ça vous le rappeliez. Mais souvent, en quelques mots, on peut mettre sur la voie. Donc là, ce sont ces prémices de mise en relation qu'il faut vraiment, vraiment beaucoup travailler pour que le public entrevoie le plus rapidement possible et en empruntant des chemins familiers que les œuvres, dans le fond, parlent d'eux, parlent de sujets communs. Mais je trouve que les artistes aujourd'hui nous y aident peut-être plus que certains artistes plus conceptuels ou qui avaient peut-être une démarche peut-être plus auto-centrée ou plus formaliste. Je pense que les artistes d'aujourd'hui permettent cette mise en relation. Et en effet, ça constitue une part très importante de notre mission. On le fait en allant dans les écoles, on le fait en accueillant ici, on le fait par différents types de médias, évidemment par les médias numériques aussi. Mais c'est vrai que nous comptons beaucoup sur l'humain pour montrer la voie et donner les premières clés. Et ça, je crois que c'est une marque de reconnaissance, ça fait partie vraiment de l'ADN du musée, mais c'est quelque chose qu'il faut cultiver et continuer parce qu'il faut toujours recommencer. Mais on a une grande chance, nous, en art contemporain, c'est que tout le monde se trouve un peu dans la même situation.
Évidemment, certaines personnes comprennent mieux peut-être l'art impressionniste parce qu'ils ont un bagage culturel. Face à la création d'aujourd'hui, tout le monde se trouve un petit peu dans la même situation de surprise et de méconnaissance. Même un spécialiste d'art contemporain, quand il découvre la jeune scène flamande, il la découvre, il n'a pas les clés. Donc on a cette grande chance qui permet quelque chose de très très important pour moi, qui n'est de ne pas créer de distinction ou de catégorie de public. Il n'y aurait pas le public sachant et le public non sachant, le public cultivé et le public acculturé. Face à la création de notre temps, tout le monde se trouve un peu dans la même démarche, ce qui nous permet d'aborder le public de façon d'abord très ouverte, mais un peu sur un même mode, qui que l'on soit, d'où que l'on vienne et quoi que l'on attende. Et ça, c'est notre grande chance. L'idée étant évidemment d'amener le public, et quand bien même ce public ne puisse pas se déplacer, donc là je pense au public éloigné, alors s'il y a plusieurs façons d'être éloigné, et même un terme qu'on entend de plus en plus souvent, le public empêché. Donc ça, c'est empêché par la maladie, par la détention, par tout un tas de situations. Ça veut dire que ce public-là, vous n'allez pas forcément l'amener ici, mais peut-être aller au-devant de ce public, bien au-delà du musée. Voilà, on reprend un peu les habitudes du départ quand on allait vers les autres, que le musée n'existait pas. Bon, une fois que le musée a été construit, on avait l'outil d'accueil, hein, donc évidemment, on va moins vers les autres peut-être qu'auparavant, mais on continue d'aller vers ceux qui ne peuvent pas venir. On travaille beaucoup avec les maisons de retraite, on travaille avec certaines prisons, on travaille beaucoup avec la prison de Fresnes. On a monté beaucoup de projets aussi pour accueillir et monter des périodes de travail aussi ici, ou d'accueil et de formation pour certains détenus, ce qu'on appelle les tiges. Voilà, voilà, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Parce qu'un musée, ce ne sont pas que des murs. Et c'est quelque chose que l'on voudrait encore développer dans les années à venir, c'est-à-dire recommencer un peu ce travail, non pas de mission, hein, non pas pour aller convaincre les gens, mais pour amener le musée en dehors de ses murs, pour aller au-devant de la population, donc les publics empêchés, les hôpitaux bien sûr, ceux qui ne peuvent pas venir à nous. Mais c'est quelque chose qu'on va développer encore plus maintenant pour tenter d'aller encore plus loin. On essaie aussi de le mettre en place avec certains types de partenariats. On a travaillé sur des nuits blanches, on a travaillé avec certaines biennales à l'étranger. Là, on monte un projet avec la Fondation EDF pour réaliser un projet dans leur espace du Square Récamier, pour essayer aussi de développer le territoire, je ne sais pas comment dire, le territoire de travail du Macval. Voilà, pour aller plus loin que notre territoire naturel peut-être, pour aller chercher les gens là où ils sont.